et, comme je l'ai dit, donc certaines applications qui peuvent être intéressées par cette génération de intelligence artificielle explicable. Alors, moi, je travaille sur l'applicabilité de l'intelligence artificielle, dont l'acceptabilité et la confiance, en fait, AI trust vers envers l'IA en management. Et donc, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que, en fait, le premier facteur de non-acceptabilité ou de crise de confiance envers l'IA, ça revient à l'incompréhension, en fait, de ces modèles. Donc là, tout ce qu'on voit de réticence au changement par l'IA, à l'automatisme, certaines questions dans l'éthique, même la RGPD, ont été pointées du doigt des derniers rapports de l'UE et aussi le rapport de Villani. Il avait nommé Donner un sens à l'IA. En fait, il a ouvert la porte vers l'explicabilité de l'intelligence artificielle. En fait, l'IA, tout simplement, explicable, tout simplement, c'est la capacité d'un modèle de donner une explication sur ce qu'il nous donne comme résultat. Soit des décisions ou même des prédictions, comment il a pu prédire certains éléments. Quand il fait la classification, quelle est l'interprétation de la classification qu'il donne? Lorsqu'il s'agit de découverte de patterns, par exemple, pourquoi il découvre ceci, pas cela. Donc tout ça rentre dans ce qui est appelé le phénomène de l'IA explicable ou le paradigme de l'IA explicable. Il y a eu également le livre, le fameux livre de Book of Why, le livre de la cause ou bien de la causalité de Judea Pearl, qui est apparu en 2018, qui a un peu poussé vers l'IA explicable en mettant la relation directe entre la causalité et l'explicabilité. Et nous rappelons aussi que l'IA qu'on utilise aujourd'hui, elle n'est pas basée sur la causalité, on verra ça plus tard. Il y a eu donc le rapport de Villani que j'ai cité plus tard, juste avant, pardon, et les règlements de l'UE aussi qui commencent à instaurer le droit d'explication à toute action automatisée. Ça rentre dans certains secteurs comme les banques, le scoring des crédits. Pourquoi on score un crédit pour une telle personne, une telle entreprise, un tel montant et pas d'autres? En fait, je parle de tout ce qui est automatisé. En médecine également, donc il y a l'éthique médecine, si on donne des décisions à une intelligence artificielle, alors pourquoi détecter telle maladie et pas d'autres? Voilà. Donc cette nécessité vers l'interprétabilité de ces systèmes a poussé vers ce nouveau paradigme qui est défini officiellement comme l'IA qui représente, en fait, ça représente l'ensemble des techniques de l'intelligence artificielle qui peuvent fournir des justifications compréhensible par nous, les humains, sur les actions ou les processus ou les résultats qui sont donnés par ces machines. Voilà. Et donc, comme je disais, Judy Appel, qui a même eu le prix Turing récemment, il a mis en fait un lien direct entre l'explication et la causalité. Je vais essayer d'expliquer un peu. Alors, l'explication, c'est chercher à déterminer des facteurs, des variables, donc des variables qui ont causé quelque chose dans les données, par exemple, mais aussi les mécanismes dans les processus. Un peu la recette de ce qui a été mélangé pour sortir ce qui a pu être observé. Donc, l'explication, ça va dans ce sens-là, en fait. On essaie de remonter les processus et les facteurs pour donner en fait une interprétation de ce qui s'est passé. Alors que la causalité, elle cherche à comprendre en fait un lien cause à effet, ce qui n'est pas toujours explication. Parfois, on arrive à expliquer les choses, mais on n'a pas pu capturer la cause à effet. Donc, les liens cause à effet, on peut les créer à partir entre les événements et les variables qui s'influencent entre eux, mais aussi avec le résultat qu'on observe. Alors, il faut savoir que l'IA qu'on utilise aujourd'hui, la plupart, je dis la majorité, parce qu'il y a certains modèles qui sont peu utilisés, mais qui abordent quand même la causalité, ils sont basés sur la corrélation. Mais la corrélation n'implique pas la causalité.
Ça, on le sait. On appelle ça l'effet cigogne. Voilà, dans la fameuse histoire que dans les zones rurales, il y a beaucoup de cigognes, ce qui est un peu corrélé avec le taux de natalité qui est élevé. Donc, c'est les cigognes qui apportent les enfants. C'est un peu comme l'effet cigogne par rapport au mélange entre corrélation et causalité. La raison est simple, c'est parce qu'il y a des facteurs cachés dans les données, ou même dans le processus, qui n'ont pas été révélés, et donc on n'arrive pas à capter quelle est la cause directe. Donc ce qui est sorti, c'est une corrélation, c'est pas une cause. Je vais donner un exemple simple, l'exemple du chat et la lumière. Alors, on observe dans les données, donc par la probabilité de n'importe quel modèle de probabiliste, chaque fois que la lumière s'allume, un chat entre dans la pièce. Donc, directement, on déduit que la lumière attire le chat. En fait, c'est une erreur de causalité. Ce n'est pas vrai. En réalité, c'est l'humain qui ouvre la porte en entrant et le chat le suit. Et donc, la cause serait l'humain. Mais l'humain ici est une variable cachée qui n'est pas capturée dans les données. Et donc, on peut juste dire que c'est corrélé. On n'a pas le droit de dire causal. Il n'y a pas de causalité. Et c'est l'IA qu'on utilise aujourd'hui. Elle est basée sur la corrélation, c'est pas la causalité. C'est ce qui nous explique d'ailleurs Judy Appel, le père de l'IA explicable, dans son livre The Book of the Why. Alors là, j'ai donné un autre exemple qui a un sens pour médecine, qui est très très parlant pour faire la différence du mécanisme qui se fait pour inférer en IA explicable. On fait une expérience 1, qui a été faite d'ailleurs, sur des patients atteints du diabète 1, type 1, pardon. Donc, c'est des patients malades et qui sont en même temps, qui ont observé, qui sont séropositifs au virus Cox, au Coxsackie. Il a été constaté que les cellules bêta du pancréas de ces malades-là sont détruites. Donc, la cause 1, qui peut être établie ici par quelqu'un qui fait l'analyse de données ici, c'est que c'est le virus pardon, au COX qui est la cause parce qu'ils sont séropositifs. Mais l'explication qui est différente de la cause, elle repose sur une hypothèse. L'hypothèse qui est donnée ici, c'est qu'il y a eu l'attaque virale du virus COX sur les cellules bêta. OK. Ensuite, on a mené une expérience 2, mais cette fois-ci sur des patients qui sont pas malades, ils sont sains. Mais on leur fait un transfert des lymphocytes T. Résultat, les cellules bêta du pancréas sont détruites aussi. Et finalement, ils atteignent la maladie. Ils contractent la maladie. Cause 2, donc ce serait les lymphocytes T, oui, parce qu'on les a introduits dans l'expérience. L'hypothèse 2 qui est, donc il y a une explication 2, donc en fait ça marche par des hypothèses. C'est une attaque auto-immune puisque la lymphocyte T fait partie du système immunitaire. Et donc là, l'hypothèse 2 de l'explication 2, elle va annuler l'hypothèse 1. Parce que ce n'est pas l'attaque virale, il n'y a pas de virus dans l'expérience 2. Mais les deux causes sont maintenues. Puisque le virus qui, quand il était présent, on a pu faire le lien, donc la causalité, elle peut s'établir, et la deuxième, c'est la lymphocyte T qui peut s'établir. Donc on garde les deux causes, et on peut catégoriser une et deux pour donner une explication. Donc on met à jour l'hypothèse 2, pour un peu impliquer l'hypothèse 1 qui a été annulée. Alors, l'explication qui a été enrichie cette fois-ci, à partir de l'hypothèse 2, et la deuxième expérience, c'est le virus qui active les lymphocytes T pour l'attaquer, bien sûr, contre lui. Le problème, c'est qu'il y a eu une similitude entre les cellules bêta et le virus Cox. C'est pour ça que les cellules lymphocytes T attaquent les cellules bêta dans le deuxième groupe, dans l'expérience 2. Donc voilà comment on conjugue les causes et les explications pour arriver à faire une inférence sur les hypothèses et l'explication. Ce que ne fait pas les modèles de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Presque tout est basé sur les corrélations. Alors on appelle ça, même aujourd'hui, on arrive à
à distinguer, on appelle l'IA opaque, c'est-à-dire on ne voit pas, elle n'est pas interprétable. Donc il y a les corrélations, je l'avais dit, la corrélation n'est pas la causalité. Il y a les associations, il y a même les algorithmes d'association, mais l'association n'est pas la causalité. C'est pas parce qu'il y a des personnes portant des lunettes majoritairement dans une population que ça explique. Donc, portant des lunettes, c'est des messieurs, en fait, c'est des hommes. On va dire tous les hommes, on ne peut pas faire une causalité entre le genre et porter des lunettes directement, parce que là, c'est une association. C'est une probabilité qui a été faite sur une population limitée. Pourtant, les modèles d'aujourd'hui de l'association Joule sont basés sur ça. Les modèles de l'IA opaque qu'on utilise aujourd'hui, on le sait tous, des black box, il est très difficile d'aller fouiner dans un réseau de neurones pour comprendre en fait comment il a distribué les poids, the weights. L'observable, on le sait aussi dans les mathématiques appliquées, l'observable n'est pas le réel. L'observable n'est qu'un modèle réduit du monde. C'est la théorie réductionniste des modèles. On ne capture pas tout, malheureusement. Comme on ne capture pas tout, il y a toujours des variables, des facteurs latents. Et quand il y a la latence, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par l'exemple du chat, ben, il y a probablement, c'est de la corrélation qu'il y a une causalité. Alors, les variables latentes manquent dans l'observable. Alors, dans le livre de Judy Appel, il parle de deux choses. Ce que nous savons dans les datasets qu'on collecte, il décrit comme ça les choses. Il dit que c'est une observation passive. Parce que c'est ce que nous savons. Nous n'avons rien provoqué. Nous avons collecté. Et il parle de probabilité, comme on connaît, en fait, par exemple, pour l'occurrence d'un événement L, ben parce qu'il y a eu l'événement D. Ce sont des données collectées. OK. Donc ça, c'est l'IA opaque. Ce qu'il faut faire, c'est passer à ce que nous voulons savoir. Et ce que nous voulons savoir, c'est provoquer D. Pour voir, provoquer D ou bien provoquer qu'il n'y ait pas D. Comme ça, on peut savoir si le L se produit ou pas. C'est là où on peut parler d'explicabilité ou de lien de causalité. Et il parle donc d'observation active. Allô, vous m'entendez hein? Parce que là, j'entendais un bruit. Donc là, c'est l'IA explicable. J'ai envie de dire que les modèles d'aujourd'hui qu'on manipule, tous, ceux qui programment en IA, ils collectent des données, ou bien même des données synthétiques, ou bien collectées, et après, ils prennent des corrélations, des probabilités, ils nous disent, voilà, on a observé ça. Ce qui est vrai, hein, on a observé ça, donc la tendance est. Voilà. Donc on va classer ou prédire. C'est loin de ce que décrit Judy Appel par tout ce qui est l'observation active, c'est-à-dire on provoque quelque chose. Alors, il différencie dans son langage entre seeing and doing, observer et faire. Donc, dans l'observer, dans l'IA opaque, voir un baromètre chuter est associé à une augmentation de la probabilité d'une tempête imminente. Donc là, c'est une corrélation. Un modèle IA aujourd'hui peut prédire ça. C'est un système qui va prédire une tempête. Mais, cependant, il ne comprend pas le lien de cause à effet. Il ne peut pas comprendre un lien de cause à effet. C'est une corrélation observée. Par contre, dans ce qu'il décrit comme doing, si on force le baromètre à chuter, par exemple en tapant dessus, c'est un exemple, cela ne changera pas à l'arrivée de la tempête. Et donc là, c'est une causalité. Le baromètre ne cause pas la tempête, mais il est juste corrélé avec. Forcément parce qu'il y a des choses ou des variables latentes qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas. Et donc, il est simplement un indicateur, ce baromètre. En intervention causale, on comprend que modifier la variable de baromètre n'a pas d'effet sur la météo. Ça, on le sait, en fait. Il faut distinguer dans ce sens-là. Donc, l'IA basée sur la corrélation qu'on utilise aujourd'hui peut prédire, mais ne peut pas expliquer les causes. Donc, elle ne peut pas expliquer à nous comment
les choses se font. Elle peut juste dire, voici la tendance. Pour comprendre la causalité, donc ce serait la clé pour l'explicabilité, il faut des expériences contrôlées ou des modèles spécifiques qui permettent de faire ce qu'il appelle Judy Apple doing, c'est-à-dire forcer les choses ou provoquer pour tester la causalité et donc expliquer. Et même les diagrammes causaux de Pearl, en fait, qu'il a proposé pour ça. Aujourd'hui, en recherche, en fait, on a ce qu'on appelle les théories d'explication, donc sur les processus et même des parties partielles d'un modèle. Et surtout, ça s'est transformé un peu sur la recherche des effets cachés qu'on n'a pas dans les données. Et aussi les théories contrefactuelles, cette fameuse action de faire l'acte de provoquer, anti-provoquer, pour voir si ça se produit ou pas, ça s'appelle le contrefactuel, donc Counterfactual Theories and Causation. Donc, déterminer les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un élément se produise. Voilà, je vais juste mettre mon chargeur parce que sinon ça va s'éteindre. Excusez-moi une seconde. Le chargeur, je suis bon. Ça m'arrive toujours quand il très attention. Voilà, j'arrive. Il est où? Il est là. Hop. Voilà. Alors, je disais, alors aujourd'hui, on va beaucoup de travaux apparaître, hein. Les gens commencent un peu à bidouiller entre les modèles qui sont vraiment propres à l'IA explicable, même nos modèles qu'on utilise de tous les jours pour essayer de voir comment les rendre explicables. Là, je suis partie trop loin là. Et donc, on a quelques travaux, mais depuis le livre de Julia Pearl, j'ai à mon avis de plus en plus de travaux sur la question. Donc, il y a Challenge Explaining the Behavior. Parfois, on essaie de comprendre en fait le black box pour essayer de dire, on va essayer de voir comment expliquer les paramètres sans manipuler par l'algorithme. Comme ici, on a un travail qui est appelé Glass Box, ou bien la perception en fait des personnes par rapport à cette IA explicable. Donc, ils utilisent des modèles expliqués pour voir si l'acceptabilité elle est améliorée, ou bien cette IA trust, en fait, la confiance vers l'IA, elle est améliorée. Ça nous intéresse dans les sciences sociales en management, par exemple. Le comportement des employés et des personnes qui manipulent l'intelligence artificielle. Hop. Donc, la recherche en IA, en termes de modèles, il y a certaines personnes, comme je l'ai dit, c'est un peu bidouillé. Mais il y a aussi des modèles propres, hein. Donc, il y a des modèles qui sont appelés les post-hoc ou a posteriori, c'est-à-dire on prend le modèle tel qu'il est, on l'utilise aujourd'hui, mais on ajoute un modèle derrière pour expliquer ce qu'il nous a donné comme résultat. Voilà, donc c'est pas dès le départ, mais c'est a posteriori. On a un certain modèle qui commence à avoir vraiment l'ampleur dans l'utilisation, comme le SHAP, Shapley Additive Explanation, le LIME, GradCam ou Generative Adversarial Networks. Et ça, c'est le dernier, c'est il utilise le GAN, en fait, qui est génératif pour créer le contrefait et synthétiser, en fait, les situations où on peut tester la causalité, ce qui est intéressant, hein. Et on a les modèles aussi anti-hoc ou intrinsèques, c'est-à-dire on intègre dès le départ l'explicabilité. Là où il y a un très grand travail aujourd'hui qui se fait, on travaille sur des réseaux de neurones interprétables, comme les réseaux Spike. J'ai vu une thèse, j'ai été présente dans la soutenance d'une thèse en application sur l'imagerie médicale des tumeurs, en fait, détection des tumeurs, pour appliquer les réseaux de neurones Spike pour essayer d'interpréter le résultat du logiciel qui est basé sur lui, qui essaye d'aider le médecin. Il y a les Bayesian Rule Lists, Explainable Boosting Machines et beaucoup d'autres en fait, qui commencent à voir le jour de plus en plus. Ce serait, à mon avis, dans quelques années, plutôt de ces modèles-là que les modèles qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Comment ils ont pu nous donner un résultat sans comprendre en fait que les mécanismes. Il y a d'autres thèmes peut-être dans l'IA d'aujourd'hui qui servent l'IA explicable, la causalité. On a beaucoup de travaux en cause mining
qui servent en fait dans la partie causalité de l'IA. Les variables latentes, qui est carrément c'était, je me rappelle, c'était une matière hein, quand on faisait la formation de l'intelligence artificielle. Donc la détection, il y a des algorithmes qui essaient de détecter en fait la présence de règles ou de variables latentes. Ça aide beaucoup en fait à développer les modèles explicables, l'inférence causale, l'inférence contrefactuelle. Il y a beaucoup de travaux en simulation aussi. Parce que on imagine que dans la simulation, on peut contrôler les contrefaits et les faits pour aller travailler justement la causalité. Euh, voilà. Donc les applications aujourd'hui, il y a beaucoup. En management, ça nous intéresse parce qu'en fait, pour convaincre un marketeur ou un banquier sur le scoring d'un algorithme, pourquoi il a mis ces personnes-là ou ces profils-là pour ne pas leur donner un crédit ou d'autres, ou ces entreprises-là. On aimerait bien comprendre, en fait, c'est même dans leur règlement, comprendre le pourquoi. En médecine aussi, c'est de plus en plus l'intérêt pour l'explicable est très, très, très important aujourd'hui. Alors, l'acceptabilité, l'éthique aussi, l'UE serait intéressé parce qu'ils ont fait beaucoup de rapports sur le AI Trust, le diagnostic pour comprendre la maintenance des machines, pourquoi il y a eu une panne, par exemple, la gestion des catastrophes, pourquoi on a eu un séisme, pourquoi le modèle a prédit un séisme dans tel ou tel endroit. Le pourquoi serait intéressant beaucoup plus, à mon avis, que le résultat de dire un tel endroit sera touché. La détection des failles, des points à risque, les modèles prescriptifs, hein, si ça vous parle, en fait, c'est des modèles qui nous donnent ce qu'il faut faire pour avoir un résultat donné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la recette, serait établi par un modèle explicable, découverte des produits ciblés, hein, des médicaments, des molécules, etc. Ça intéresse aussi les personnes qui travaillent sur tout ce qui est problem solving. À mon avis, ça va au-delà, en fait, juste de expliquer, mais ça pourrait peut-être donner des explications sur des solutions qui seraient intéressantes, la recherche des routes causes, la gestion des risques, le monitoring, le manufacturing, la biologie, la médecine aussi. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je suis allée peut-être trop vite, hein, je sais pas. Euh, Tu me diras, Bruno, s'il y a des questions. Ouais, merci beaucoup. Merci. Alors juste, on voit pas la caméra, je sais pas si c'est voulu ou pas. En fait, c'est ma cam qui est cassée. D'accord. Je peux l'activer, mais tu vas voir un truc noir. Ok, non, il n'y a aucun problème, c'était plus au cas où c'était voulu. Notre IT, ils sont trop longs, ils ont pas réparé. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été expliqué sur la présentation? Il n'y en a pas directement. Moi, une question que je me posais, tout de même, Oui, c'est le niveau d'expertise demandé aux utilisateurs qui essayent de comprendre quelque chose. Dans le sens où là, la présentation parlait de modèles un peu généraux, j'ai l'impression. oui, Mais entre un chat GPT qui est ouvert à un peu tout le monde et n'importe qui et des modèles beaucoup plus oui, spécialisés, est-ce qu'il oui. y a des notions d'expertise dans ces... Par exemple, il y avait l'idée, l'approche post-hoc d'avoir un modèle sur un modèle. Dans ce cas-là, ça s'adapte à l'expertise ou est-ce que c'est les humains qui doivent s'adapter à ce qui est dit? En fait, les premiers modèles post-hoc aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est le modèle suite à un modèle. C'est des modèles qui marchent, par exemple en médecine, ça donne des résultats, ça aide le radiologue, mais comme il y a des besoins et même des règlements aujourd'hui dans l'alimentation, ben, on ajoute des modèles post-hoc pour expliquer ce qu'a donné le résultat. Parlons de ChatGPT. Si vous posez la question à ChatGPT, il va vous répondre. Bah, posez-lui la question, comment il a trouvé ce résultat-là? Ça serait intéressant qu'il vous dise comment il a trouvé la réponse qu'il vous a donnée. Et donc, ça serait intéressant de savoir, c'est des réseaux de neurones derrière, voilà, des choses, et ça serait intéressant de savoir comment il a pu jouer avec les poids et tout ça. Donc, quand je dis poids, je me réfère au réseau de neurones utilisé par ChatGPT pour avoir le résultat qu'il vous a donné. Ça serait plus intéressant. Moi, personnellement, ça serait plus intéressant pour comprendre. Pourquoi? Alors, le public aujourd'hui, peut-être, il ne s'intéresse pas trop, mais il y a de plus en plus de réglementations dans les métiers. En médecine, on n'accepte plus des programmes qui donnent juste des recommandations.
En bande, il y a certains programmes qui sont interdits parce que c'est du scoring sans comprendre pourquoi on classe les gens. Donc il y a beaucoup de programmes et il y aura de plus en plus de lois qui vont faire barrage au black box. Donc peut-être aujourd'hui les gens ne s'intéressent pas, mais demain, à mon avis, ils seront acheteurs. C'est exactement ce qui se passait avec, ce qui se passe avec les chatbots avant et aujourd'hui tout le monde y va parce que ça parle le langage de tout le monde. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de ça peut devenir presque inexplicable dans le sens où s'il y a tellement de paramètres pris en compte par le modèle,